Dernière vidéo de notre cycle sur l'instance, les hypothèses dans lesquelles l'instance ne peut pas se dérouler normalement. Il y a quelque chose qui vient faire obstacle à ce que le juge puisse rendre son jugement. Alors, on va pas rentrer dans les règles techniques ici, qui sont très fastidieuses et pas très compliquées, mais inutiles à exposer dans le cadre de ces vidéos de remise à niveau. Encore une fois, l'idée ici, ça va être de vous permettre de comprendre tout de suite à quoi correspond l'hypothèse, et simplement de visualiser en quoi consiste cet obstacle au déroulement normal de l'instance. Alors, dans un premier temps, l'une des parties peut remettre en cause la compétence de la juridiction saisie. Et on se rend bien compte que, du point de vue de l'argument, on l'a déjà rencontré, si vous dites que le juge est incompétent, mais ça veut dire qu'il ne peut pas statuer sur le fond parce qu'il y a une autre juridiction qui est compétente pour le faire. Simplement, il y a trois façons de demander au juge de ne pas statuer sur le fond. Trois arguments différents plutôt qui vont conduire à considérer qu'il est incompétent. Alors, dans le premier cas, vous contestez la compétence territoriale ou d'attribution de la juridiction saisie. Je vous renvoie, pour connaître les chefs de compétences territoriales et d'attribution, à la vidéo qui a été tournée là-dessus, mais ici, vous faites ce qu'on appelle un déclinatoire de compétences à titre de moyen de défense pour empêcher le juge de statuer sur le bien fondé de la prétention de votre adversaire. Vous estimez qu'il est incompétent parce que les règles de compétence territoriale ou d'attribution attribuent compétence pour statuer sur le fond du litige à un autre juge. Très simple, c'est régi par les articles 75 et suivants. Attention, il y a une petite réforme là-dessus, mais voilà, en soi, c'est pas un argument très compliqué à comprendre. Un tout petit peu compliqué, c'est les déclinatoires de connexité et de litispendance. Là encore, vous allez demander au juge de se dire incompétent. Mais attention, l'argument va être un peu subtil. Dans le déclinatoire de connexité, le contexte est le suivant. Vous avez deux affaires qui sont en cours devant deux juges distincts. Mais il y a un lien de connexité entre ces deux affaires qui est tel qu'on va les réunir devant un seul des deux juges parce qu'il est de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, vous dit le code. Alors la meilleure façon de comprendre le lien de connexité qui peut justifier qu'on dessaisisse un juge d'une affaire pour la confier à un autre qui est déjà saisi d'une autre affaire, c'est de regarder des exemples. Ayez le réflexe dans ces cas-là d'aller voir dans votre code. Si on vous dit que le déclinatoire de connexité est régi par les articles 101 et suivants, allez voir sous l'article 101 la jurisprudence, et on vous donne des exemples très parlants de liens de connexité. Par exemple, un TGI est saisi par une compagnie d'assurance d'une demande de nomination d'un expert pour évaluer le préjudice de son assuré. Oui, mais en parallèle, l'assuré, lui, avait déjà saisi le tribunal de commerce d'une demande de paiement de l'indemnité d'assurance à laquelle il avait le droit. Donc on a devant le tribunal de commerce procès assuré versus assureur en exécution du contrat d'assurance. Et on a devant le TGI l'assureur qui a demandé au TGI de désigner un expert, ça peut être par exemple un référé expertise, peu importe, et pour justement évaluer s'il n'y a pas une faute peut-être de l'assuré qui ferait que le contrat pourrait pas jouer, ou si le préjudice est bien du montant qu'invoque l'assuré, bref. Deux litiges dont on voit bien forcément qu'ils sont liés l'un à l'autre, puisque la réponse à l'un va influer sur le sort de l'autre. Et donc, pour des raisons de bonne justice, on va tout réunir devant le même juge. Un autre exemple de connexité, c'est par exemple un juge qui serait saisi d'une demande relative à l'existence d'un bail, et un autre juge qui serait saisi d'une demande d'expulsion d'un locataire pour non-respect des conditions du contrat. On se rend bien compte que d'un côté, il y a le bailleur qui dit moi je veux expulser mon locataire, de l'autre le locataire qui a assigné devant un autre juge pour dire oui mais le contrat n'existe pas. Bon, forcément les deux affaires ont un lien, et ce lien va justifier qu'on rassemble les affaires devant le même juge. Le déclinatoire de litispendance, maintenant. Eh bien, le déclinatoire de litispendance, il est défini par l'article 100, régi par les articles suivants. L'hypothèse, ici, est légèrement différente. On a une même affaire, et non pas deux affaires différentes comme dans le lien de connexité. On a une seule affaire, mais elle est portée devant deux juges différents. Alors, comment c'est possible? Eh bien, ça arrivera souvent dans les cas où deux juges auraient pu être compétents en application des règles territoriales ou d'attribution pour connaître de l'affaire, et ils ont tous les deux été saisis par deux parties différentes. Par exemple, en matière de divorce, il y a des règles qui font qu'il y a parfois plusieurs juges qui peuvent être saisis. Eh bien,
Si l'un des époux saisit un juge et que l'autre époux saisit l'autre juge, bah ça va être le même litige, le divorce entre ces deux époux. Et pour pas qu'il soit jugé par deux juges différents et qu'il y ait des risques de contradiction, il y en a un qui va se dessaisir au profit de l'autre. Alors le plus souvent, la règle qui permet de résoudre la chose, c'est que le juge saisi en second se dessaisit au profit du juge saisi en premier. Donc un critère purement chronologique. Le code prévoit des règles un tout petit peu plus compliquées dans certaines situations précises, notamment si c'est pas le même degré de juridiction. Bon, peu importe. Mais déjà, il faut que vous compreniez bien les hypothèses. Déclinatoire de compétence, je critique directement la compétence territoriale ou d'attribution. Très simple. Déclinatoire de connexité, j'estime qu'il y a un des deux juges qui doit se dessaisir, parce qu'une affaire, certes différente, mais extrêmement proche de la mienne, connexe, est en cours devant une autre juridiction. Litispendance, eh bien j'estime que ce procès-là est déjà en train de se jouer devant une autre juridiction. Ok. Voilà pour la remise en cause de la compétence de la juridiction saisie. Tant que ces questions ne sont pas tranchées, le juge ne peut pas rendre sa décision au fond, et à supposer qu'il se déclare incompétent en raison des règles de compétence territoriale d'attribution, ou en raison de la connexité, ou en raison de la litispendance, il ne statuera jamais sur le fond. Ce sera l'autre juge qui le fera. Mais il est aussi possible d'empêcher le juge de statuer sur le fond, parce que vous remettez en cause la composition de la juridiction qui doit statuer sur le fond du litige. Alors ici, c'est plus précisément l'hypothèse selon laquelle vous soupçonnez que l'un des magistrats, ou plusieurs, sera partial, et ne pourra pas statuer en toute impartialité sur votre litige. Alors, si vous vous contentez de critiquer un des magistrats qui composent la juridiction en disant « ce magistrat-là n'est pas partial », eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle une récusation, qui est régie par les articles 341 et L111.6 du Code de l'organisation judiciaire. Du point de vue de ces textes, l'argument qui permettra effectivement de démontrer la partialité du juge, c'est notamment le lien de parenté qu'il entretiendrait avec l'une des parties. Dans ce cas-là, évidemment, il y a un fort doute sur le fait qu'il va être capable d'être impartial et de ne pas favoriser la partie avec laquelle il y a un lien de parenté. Alors, il y a aussi les liens d'amitié qui sont pris en compte, il y a d'autres critères de partialité visés spécifiquement par ces articles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire que si vous avez d'autres arguments tendant à prouver la partialité d'un des magistrats, arguments fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, je vous rappelle, dit que vous avez le droit à être jugé par un juge impartial, eh bien, si vous dites, en dehors des cas des articles 341 ou L111.6 du Code de l'organisation judiciaire, 341 CPC et L111.6 du CEJ, que le magistrat est partial, en dehors des cas prévus par ces textes, si c'est partial au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, ça marche aussi. Alors, l'abstention, en quoi ça consiste? Eh bien, l'abstention, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que, dans la récusation, c'est une partie qui soulève la partialité d'un juge. Dans l'abstention, c'est le juge lui-même qui dit « Ah, là, il y a un risque de partialité de ma part. En tout cas, il y a une des causes de récusation prévues par les textes qui est présente. Avant même qu'une partie ne l'invoque, je le fais spontanément. Je m'abstiens de juger. » On dit aussi parfois qu'il se déporte. Et dans ce cas-là, il se fait remplacer concrètement par un collègue. Et donc, abstention, c'est jamais qu'une récusation à l'initiative du magistrat lui-même. Le renvoi pour cause de suspicion légitime, maintenant. Le terme renvoi, on l'emploie pour dire que c'est toute la juridiction, dans son intégralité, dont la composition pose problème. Et donc, du coup, il faut faire juger soit carrément par un autre tribunal, soit par, s'il y a suffisamment de magistrats, par une chambre autrement composée. Donc on change tous les magistrats qui composent la chambre, ça suppose qu'il y ait du personnel en nombre suffisant dans la juridiction, et dans ce cas-là, on continuera l'audience avec la nouvelle composition. Alors quand est-ce qu'il peut y avoir un doute qui porte sur la partialité de la juridiction dans son ensemble? Ça recouvre deux cas en pratique. Le premier cas, c'est celui où tout simplement vous avez récusé un par un chacun des magistrats de la juridiction. Ou alors, il y avait un magistrat qui statuait à juge unique, typiquement le tribunal d'instance, vous le récusez, c'est toute la juridiction, puisqu'elle a été composée d'un magistrat, qui est récusé, donc il y aura renvoi pour cause de suspicion légitime. Ça ne change pas grand-chose, d'autant que la réforme de la procédure civile en 2017 a à peu près aligné le régime du renvoi pour cause de suspicion légitime sur le renvoi de la récusation. La procédure est grosso modo la même. Mais voilà, sachez que si, dans un cas pratique, vous rencontrez une hypothèse où c'est
la juridiction dans son intégralité dont la partialité est remise en cause, on parlera de renvoi. Alors, soit vous récusez les magistrats un par un jusqu'à ce que tous soient récusés, soit vous récusez un seul magistrat, mais attention, ce magistrat, c'est le président de la juridiction. Et là, on considère que, vu le rôle du président de la juridiction, vu l'influence qu'il exerce hiérarchiquement sur les autres magistrats de sa juridiction, ben là, si le président était partial, il y a un fort risque que sa partialité contamine les magistrats qui sont ses subordonnés hiérarchiques, et donc dans ce cas-là, toute la juridiction dans son ensemble fera l'objet d'un renvoi, alors que vous vous êtes contenté de récuser un magistrat, le président de la juridiction. Bien, voilà pour la remise en cause de la composition de la juridiction saisie. On voit bien comment ça fait obstacle à ce que la juridiction puisse statuer sur la question, et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de partialité, le jugement sur le fond ne pourra pas avoir lieu. Il y a encore ce qu'on appelle des incidents d'instance, et on va voir ces différentes situations qui font que, soit de façon temporaire, soit de façon définitive, l'instance ne peut pas se poursuivre. Alors, les incidents qui affectent temporairement le déroulement de l'instance, qui, tant qu'ils sont présents, tant que la situation n'est pas résolue, vont empêcher le procès de continuer, et donc, in fine, d'arriver au jugement. On a d'abord l'interruption de l'instance, qui est régie par les articles 369 à 376 du Code. Encore une fois, je ne vais pas détailler tout le régime de l'interruption de l'instance, c'est un petit peu technique, c'est très simple à comprendre, mais c'est un petit peu technique, je vous renvoie au fascicule là-dessus. On va simplement voir les cas qui donnent lieu à interruption de l'instance. C'est la majorité d'une partie. Elle était mineure, elle devait donc avoir un représentant ad agendum. Eh bien, elle devient majeure. Il n'y a plus lieu qu'elle soit représentée ad agendum, ou alors il faut un contrat pour ça. Mais dans ce cas-là, elle reprend la main sur la procédure, et il va falloir donc que l'instance soit reprise, mais directement par le majeur lui-même. Entre-temps, tant qu'elle n'aura pas fait les formalités nécessaires pour elle-même se dispenser de son représentant ad agendum, l'instance sera interrompue. Alors s'il y a une partie qui décède, là encore l'instance est interrompue, c'est un procès de X contre Y, X décède. Pour savoir si le procès va avoir lieu, il faut savoir si les héritiers de X veulent poursuivre l'instance. Tant qu'ils n'ont pas manifesté leur volonté en ce sens, l'instance est interrompue. Bon, il en va aussi ainsi de la mise sous tutelle d'une partie, ou bien de la cessation de fonction du représentant. Que ce soit le représentant ad litem ou ad agendum, si vous en avez besoin pour continuer l'instance, ben, elle ne peut pas se poursuivre sans lui. Donc qu'il cesse ses fonctions parce qu'il meurt, ou parce qu'il démissionne, ou parce que vous le révoquez, peu importe. L'instance est interrompue jusqu'à ce que cette situation soit résolue et que vous ayez à nouveau un représentant ad litem ou ad agendum. Alors, je me contenterai de dire que tous les actes accomplis et les jugements passés en force de choses jugées, même passés en force de choses jugées, qui auraient été, donc tous les actes qui auraient été accomplis, ou tous les jugements qui auraient été rendus, alors que normalement l'instance aurait dû être interrompue, sont réputés non avenus. Je vous rappelle, il y a une cause d'interruption de l'instance qui survient, ça veut dire qu'il va falloir accomplir une formalité pour faire reprendre l'instance. Si cette formalité n'est pas accomplie et que pourtant la procédure se continue, alors qu'elle aurait dû être interrompue, eh bien on va considérer que les actes accomplis ou les jugements rendus sont non avenus. Article 372 du Code. Et c'est une sanction radicale, puisque c'est pratiquement comme si l'acte n'existait pas ou que le jugement n'avait pas existé. On en reste au moment où l'instance a été interrompue. Bien. Et ça veut dire aussi qu'il suffira de faire constater que la cause d'interruption n'a pas disparu, que la formalité n'a pas été accomplie, pas besoin d'exercer une voie de recours. Vous ferez déclarer le jugement non avenu par simple constatation que la formalité nécessaire à la reprise de l'instance n'avait pas été accomplie. Alors, autre incident qui affecte temporairement le déroulement de l'instance, c'est la suspension de celle-ci. Il y a deux cas de suspension qui sont envisagés par le Code et qui sont régis par les articles 377 à 383 du Code de procédure civile. Le premier cas où l'instance sera suspendue dans l'attente qu'un événement survienne, c'est le cas où le juge rend une décision de sursis à statuer. Plus concrètement, ça veut dire que il va soit dire pendant un certain temps, l'instance va être figée parce qu'on attend qu'un événement survienne, ou au contraire, il va dire à une partie, je vous laisse tant de temps pour vous procurer par exemple tel document ou que tel événement survienne. En tout cas, pendant ce délai que moi j'ai imposé,
l'instance ne pourra pas avancer. Et à l'inverse, à la survenance de l'événement ou à l'expiration du délai prévu pour sa survenance, l'instance reprend là où elle s'était arrêtée. Le plus souvent, c'est une partie qui demande un sursis pour se procurer un acte, et dans ce cas-là, en tout cas, le juge l'ordonne. Bon. Il y a un autre cas dans lequel on va considérer que l'instance sera suspendue, c'est le cas où il y aura eu radiation du rôle. On a déjà vu la notion, je rappelle rapidement, l'idée c'est que vous retirez l'affaire du rang, c'est-à-dire de l'agenda de la juridiction, du rang des affaires en cours. Alors, ça peut être à la demande des parties, ce qu'on appelle une radiation conventionnelle, elle demande elle-même, temporairement, à ce que l'instance soit figée, n'avance plus. Peut-être pour essayer de voir si elles ne vont pas se concilier. Ou, elle peut être ordonnée par le juge, et là vous savez que c'est en général à titre de sanction. Les parties n'ont pas été suffisamment diligentes dans l'accomplissement des actes de procédure. Elles ont mis trop de temps, elles n'ont pas respecté les délais qui leur étaient impartis. Dans ce cas-là, à titre de sanction, le juge dit « bon, votre affaire est radiée du rôle, elle est en quelque sorte mise en sommeil. Simplement, elle va reprendre, dans ce cas-là, sans formalité particulière. Si les parties avaient demandé la radiation, on parle de retrait dans ce cas-là. Si les parties avaient demandé à ce que l'affaire soit retirée du rôle, eh bien, il suffit que l'une d'elles manifeste sa volonté de reprendre la procédure, elle fait n'importe quel acte de procédure, elle dépose à nouveau des conclusions, et l'affaire reprend, là où elle s'était arrêtée. Si il y a eu radiation-sanction, en revanche, là, il faudra un acte de procédure bien spécifique, si tant est qu'il soit permis de le réaliser, ce sera celui qui était demandé à la partie et qu'elle n'a pas été assez diligente pour accomplir. Ça, ce serait dans le cadre de la radiation-sanction. Bien. En tous les cas, l'instance est suspendue parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas anéanti. Simplement, on le fige pendant un certain délai ou jusqu'à ce qu'il y ait une formalité qui soit accomplie, interruption, suspension, mais ce qui a été fait n'est pas perdu. En revanche, si on est dans le cadre d'un incident qui met fin à l'instance, article 384 et suivant du Code, là c'est beaucoup plus important parce que s'il y a une cause d'extinction de l'instance, tout tombe, tout ce qui a déjà été fait est perdu et il faut tout recommencer à zéro. Alors, quand est-ce que l'instance est éteinte? Eh bien, elle peut être éteinte par la volonté des parties ou par la négligence des parties. Par la volonté des parties, en premier lieu, si carrément elles éteignent le litige elles-mêmes, par un accord à l'amiable, et plus spécifiquement ici par une transaction, elles font une transaction sur le droit substantiel, alors vous verrez plus en détail ce qu'est une transaction dans le fascicule sur les modes alternatifs de règlement des différends, mais à supposer ici qu'il y ait bien une transaction au sens des textes, comme elles ont éteint leur droit substantiel, eh bien, le litige n'a plus lieu d'être, puisque le litige c'est une demande faite au juge de statuer sur le bien fondé de la prétention, donc de dire telle partie a tel droit substantiel contre l'autre. Forcément, si elles ont transigé sur le droit substantiel, elles ont résolu la question elles-mêmes. Donc forcément, par voie de conséquence, l'instance, qui est toujours l'accessoire de l'action, s'éteint parce que l'action est éteinte. La deuxième possibilité qui met fin à l'instance en raison de la volonté des parties, c'est l'acquiescement. Alors attention, là c'est très spécifique à la procédure. L'acquiescement peut être de deux sortes. Vous acquiescez au jugement, ça veut dire que vous vous soumettez aux énonciations du jugement, et ça vaut renonciation aux voies de recours. Donc ça éteint l'instance d'appel, parce que vous avez acquiescé au jugement, et donc vous avez renoncé à contester le jugement. Et si vous l'avez fait avant même que le recours soit exercé, a fortiori, vous ne pourrez plus exercer votre voie de recours. Alors l'appel, l'opposition, peu importe. L'acquiescement au jugement, c'est j'accepte les énonciations de ce jugement. Ça peut être simplement l'acquiescement à la demande. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'une des parties reconnaît le bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonce à la combattre. Alors attention, s'il y a plusieurs demandes, vous n'avez acquiescé qu'à une des demandes, le procès continuera d'avoir lieu pour les autres. L'instance aura été éteinte relativement à cette demande-là. Évidemment, s'il y a une demande unique, en acquiesçant à la demande, vous mettez fin au procès, mais ça revient à peu près à une transaction, dans ce cas-là, quasiment. Donc, acquiescement à la demande, vous renoncez au droit de contester cette demande, et ça veut dire que vous dites votre adversaire a raison, et il a 100% de ce qu'il demandait, relativement, précisément, à cette prétention-là. Le désistement, maintenant. Le désistement, là encore, il peut prendre deux formes. Ça peut être un simple désistement d'instance. Vous avez introduit une instance et vous dites « Oula, non, finalement, ce procès-là, je ne veux pas le faire. Je me désiste, on revient en arrière. Je pourrais toujours peut-être réintroduire l'instance si je suis encore dans les délais pour ça. Mais pour l'instant, j'y renonce. » Alors ça peut être au premier degré, ça peut mettre une voie de recours, peu importe. Mais vous pouvez aussi faire ce que le Code appelle un désistement d'action. Là, c'est plus radical. Vous renoncez unilatéralement
unilatéralement au bénéfice du droit substantiel que vous invoquiez dans votre demande. Donc, on acquiesce toujours à la demande de l'adversaire, alors qu'on se désiste de sa propre demande. Ça, c'est très important de bien comprendre la différence et de ne pas de mélanger le vocabulaire. Vous vous désistez de votre demande, c'est au contraire vous qui renoncez à obtenir quoi que ce soit du chef de cette demande. Tout seul. Évidemment, ça éteint l'instance. Pourquoi? Parce que ça éteint l'action relativement à cette demande. Alors, s'il y avait d'autres demandes, bien sûr, l'instance n'est pas éteinte. Mais relativement à cette demande, le juge n'en est plus saisi. Parce que vous vous êtes désisté. Encore, il y a des règles spécifiques pour pouvoir se désister, éteindre l'instance de cette façon, bon, peu importe. En ce qui concerne maintenant les causes d'extinction de l'instance, à raison de la négligence des parties. Celles-là, elles sont extrêmement importantes, et elles sont de deux ordres. Péremption de l'instance, caducité de la citation en justice. La péremption de l'instance, ici. Eh bien, l'article 386 du Code prévoit que si les parties s'abstiennent d'accomplir un acte de procédure pendant plus de 2 ans, dans ce cas-là, leur instance sera périmée. C'est vraiment presque comme une date de péremption, si vous voulez, alimentaire, sur un yaourt. Là, c'est sur le procès. Vous avez, si le juge ne vous impartit pas de délai particulier pour faire vos diligences procédurales, vous avez en tout état de cause au maximum 2 ans à partir de votre dernier acte de procédure pour faire quelque chose. Si vous-même, vous ne voulez pas faire avancer votre procès vers le jugement, ben tant pis pour vous. On va dire que l'instance est périmée, et c'est une sanction qui vaut aussi bien à l'égard du demandeur que du défendeur, hein, puisque par hypothèse, aucun des deux n'a pris la peine pendant ce délai de 2 ans de faire un acte de procédure. La péremption, elle éteint rétroactivement l'instance, ça veut dire que tous les actes de procédure qui auraient été accomplis, leur bénéfice en est perdu. Il faut tout reprendre de zéro. Toutes les demandes sont rétroactivement anéanties. Elles n'ont pas pu interrompre, notamment, le délai de prescription. Alors, la péremption, elle peut éventuellement être utilisée comme stratégie judiciaire par l'une des parties qui fait exprès de ne rien faire pendant 2 ans. Le défendeur, par exemple, ne fait rien pendant 2 ans, parce qu'il se rend compte que le demandeur, lui, n'est pas très impliqué. Plutôt que d'avoir une décision sur le fond qui risquerait de lui donner tort, il fait rien, et le procès est, si vous voulez, annulé, mais ce n'est pas le terme technique, il est périmé au bout de 2 ans. Mais ça peut être aussi une vraie sanction décidée par le juge qui, dans ce cas-là, d'office, constate que ça fait 2 ans que les parties n'ont rien fait comme acte de procédure. Il dit, l'instance est périmée. C'est pas qu'une radiation, là. Hein. C'est vraiment une péremption. Tout le procès tombe. La caducité de la citation, maintenant. La caducité de la citation, c'est un cas particulier qui est visé par les articles 406 et 407. C'est uniquement l'acte introductif d'instance qui est rétroactivement anéanti. Donc on a ce même effet d'anéantissement rétroactif, sauf que là, ça porte que sur l'acte introductif d'instance. Sauf que, vu que l'acte introductif d'instance, la citation, c'est le premier acte du procès, vous savez que ce qui est nul est nul est fait, donc si la citation tombe, tous les autres actes perdent leur support, et donc tombent aussi. C'est pour ça que ça éteint toute l'instance si la citation est déclarée caduque. Alors les causes de caducité, elles sont prévues par le Code. C'est vraiment une sanction très radicale. Donc là, c'est le Code qui vous dit quand ça arrive. On en a déjà vu des exemples. Défaut de placement dans les 4 mois de l'assignation devant le TGI. Défaut de dépôt des conclusions de l'appelant devant la cour d'appel dans les 3 mois de sa déclaration d'appel. La déclaration d'appel est caduque. D'accord ? Vous ne placez pas. Vous avez assigné votre adversaire et une fois l'assignation reçue, vous mettez plus de 4 mois à saisir le TGI en déposant votre assignation, en plaçant votre assignation grève du TGI. Ben là, pareil. Caducité, vous devez tout recommencer à zéro, réassigner, replacer, etc. Alors, attention, hein, le droit substantiel, lui, subsiste. Ça veut dire que, sous réserve que vous n'ayez pas transigé, sous réserve que les délais de prescription ou de forclusion ne soient pas expirés, vous pouvez recommencer. Sauf qu'en général, le délai qui est prévu pour la caducité fait que il va déjà être trop tard pour recommencer le procès. C'est particulièrement vrai en appel. C'est vrai en première instance si vous aviez agi en fin de prescription juste avant et que votre citation est déclarée caduque, et bien là, on a vu qu'une demande nulle interrompait un délai de prescription. En revanche, une demande caduque, comme c'est une sanction, n'interrompt aucun délai. Et donc il y a de fortes chances que, étant déjà au-delà du délai qui a justifié le prononcé de la caducité, vous soyez aussi de facto au-delà du délai de prescription ou de forclusion, et donc vous ne pourriez pas recommencer votre citation. La sanction peut donc être très radicale. La caducité, c'est une sanction très importante des actes de procédure. Voilà qui met fin à ce cycle sur l'instance. La prochaine fois, on entamera la question des preuves.